Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission politique du Parti de gauche. Aujourd'hui, on va parler énergie. Comme vous le savez, l'énergie est le moteur de notre société. On en a besoin pour se chauffer, pour communiquer, pour circuler. L'énergie est aussi un enjeu de souveraineté, car qui contrôle l'énergie ? Qui la produit ? Qui a accès aux ressources ? Et qui a accès à l'énergie ? L'énergie est également un enjeu climatique, car aujourd'hui, le modèle basé sur les énergies fossiles est au cœur des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour en parler, on reçoit Nicolas Meillan. Vous êtes ingénieur et consultant spécialiste de la transition énergétique. Vous êtes également, spécialiste de la stratégie industrielle. Est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer votre parcours ? Écoutez, bonjour et merci de votre invitation. Donc oui, je suis ingénieur. J'ai fait l'école des travaux publics, donc ingénieur civil. Ensuite, j'ai fait une année aux États-Unis, au MIT à Boston. Toujours ingénieur civil. J'ai commencé comme ingénieur crash dans l'automobile. D'accord. Et puis après, j'ai assez rapidement travaillé sur les voitures électriques à partir de 2006, donc il y a 20 ans. Et donc je suis tombé dans les voitures électriques. Et en regardant les voitures électriques, je me suis intéressé à ce qui se passait derrière la prise, donc à l'énergie en règle générale. Et donc je regarde un peu ces sujets, l'énergie et transport, depuis une petite vingtaine d'années. Et j'ai aussi été conseiller scientifique pendant 4 ans auprès de France Stratégie. Pour essayer de, notamment, j'ai suggéré plusieurs choses qui ont été mises en place, comme mettre un bonus-malus sur le poids des voitures. Alors, ils ont gardé que le malus. Je suggérais aussi de donner de l'argent pour ceux qui achetaient les voitures légères, mais ça, ils l'ont pas pris. Et accessoirement aussi d'arrêter de subventionner les voitures électriques fabriquées en Chine. Parce que je me disais que les Chinois n'avaient pas besoin de notre argent. Bon, très bien, c'est une belle présentation. Justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quelle est la répartition énergétique en France ? Quelle part pour le nucléaire, le charbon, le gaz, et la part des énergies renouvelables, et quel type d'énergie renouvelable est-ce qu'on utilise ? Alors, on va parler de la France, et puis après on parlera quand même un petit peu... On va parler d'abord du monde, très rapidement, pour des grandes masses. En fait, au niveau mondial, 80% de l'énergie, c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles, un peu plus de 80%. Énergie fossile, qu'est-ce que c'est ? C'est le pétrole, le gaz, le charbon. Le pétrole, ça sert beaucoup à se déplacer, notamment en voiture, en bateau, en avion. Le charbon, ça sert beaucoup pour l'industrie, pour les usines, et puis pour fabriquer de l'électricité aussi. Et puis enfin, le gaz, ça a plusieurs usages pour l'industrie, pour fabriquer des engrais, pour le chauffage. Quand on regarde, nous, la France, on est un des pays... Il y a 2 pays comme ça qui ont lancé une transition énergétique en 1970 avec les chocs pétroliers. Il y a la France et le Brésil. Donc les Brésil, ils ont lancé beaucoup de biocarburants pour réduire au maximum la consommation de pétrole dans les voitures. Et nous, on a décidé de réduire la consommation de pétrole et de charbon dans nos centrales électriques. Donc on a remplacé pétrole-charbon par des centrales nucléaires. Et donc aujourd'hui... ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les consommations d'énergie, la moitié, c'est l'électricité. L'autre moitié, c'est du pétrole et du gaz. Donc, par exemple, chez vous, vous avez une chaudière à gaz. Vous utilisez du gaz. Dans votre voiture, tout le monde ne roule pas en voiture électrique. Donc, vous mettez du pétrole. Et quand on prend donc la moitié, c'est l'électricité. Et dans l'électricité, on a en gros 80%, un peu moins de 80%, peut-être 70%, c'est du nucléaire. On va avoir ensuite 10 à 15% hydraulique. Hydraulique, on était les champions du monde. C'est nous qui avons fait ça au début du XXe siècle, ce qu'on appelait la houille blanche. Et puis après, donc on est à 85. Après, on va avoir peut-être 5% de gaz, dont on a besoin pour passer les pointes, notamment en hiver. Et puis après, je pense que le solaire plus l'éolien, ça doit être à peu près 5 à 10%. D'accord, okay. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on a 90% de notre électricité qui est décarbonée, et ce qui fait que grosso modo, en fait, on a presque la moitié de notre énergie qui est décarbonée, ce qui est un record pour un grand pays, un très grand pays, d'avoir autant de son énergie qui est décarbonée. Je vous donne un exemple, l'Allemagne par exemple, qui a tendance à nous critiquer sur le fait qu'on n'a pas assez de renouvelables.
eux, ils ont que 25% de leur énergie qui est décarbonée. Nous, on en a 2 fois plus. Et d'ailleurs, on ne se permet pas de leur donner une leçon, alors qu'on pourrait. Effectivement. Et d'où est-ce que viennent les matériaux dont on a besoin pour produire cette énergie? Je pense au nucléaire, par exemple. Le nucléaire, c'est beaucoup de... Une centrale nucléaire, c'est beaucoup de béton, c'est beaucoup de tuyaux. C'est une forêt de tuyaux. C'est vraiment une grande usine de tuyaux. Donc, les tuyaux, je ne sais pas, j'imagine que c'est de... Je ne peux pas vous dire. J'imagine que c'est de l'aluminium, je ne sais pas. Honnêtement. Le béton, c'est du ciment et de l'eau, si je dis pas de bêtises, et des granulats. Et puis après, non, la question des métaux, elle va plutôt se poser peut-être un peu plus sur les énergies renouvelables, où là, on va retrouver quelques métaux, quelques aimants, quelques terres rares, quelques métaux un peu plus rares, du cuivre. Et donc ça, c'est des métaux qu'on n'a pas chez nous, mais comme on n'a pas non plus l'uranium chez nous, et comme on n'a pas non plus de pétrole chez nous, enfin on en a mais on ne veut pas l'utiliser, et comme on n'a pas de gaz. Donc de toute façon, quelles que soient les formes d'énergie, il n'y a pas d'énergie propre, ça n'existe pas vraiment. En fait, il y a certaines dépendances qu'on va construire vis-à-vis de certains pays. Par exemple, le pétrole. Forcément, pétrole et gaz, vous avez des dépendances avec les plus grands producteurs. Donc les plus grands producteurs de pétrole, c'est qui ? C'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran, un peu la Chine. Quand on regarde le gaz, ça va être, on va retrouver les États-Unis, la Russie, et là on va retrouver aussi le Qatar, l'Australie. Donc on a des dépenses à d'autres pays. L'uranium, on a perdu quelques, comme on a été sorti d'un certain nombre de pays africains, on a aussi perdu l'accès à l'uranium. Je pense peut-être au Tchad par exemple, plus récemment. Donc en France, c'est un peu la problématique, et qui est une problématique aussi de souveraineté, c'est qu'il faut, on sera jamais entre guillemets avec du 100% made in France en énergie, mais il faut s'assurer d'avoir les bons partenaires. Si je prends l'exemple du gaz, l'Union européenne, pas que la France, la Russie faisait partie d'un des principaux fournisseurs de gaz de l'Union européenne. L'Union européenne avait d'ailleurs augmenté ses approvisionnements depuis 2014. D'accord, donc on avait déjà eu Maïdan, on avait déjà eu l'annexion de la Crimée, mais on est passé de 2014 à 2022 à de 30 à 40% de gaz russe. Et puis là, avec l'invasion de l'Ukraine, donc l'Union européenne cherche à se débarrasser du gaz russe. On a fait un plan pour s'en débarrasser en 2027, si je ne dis pas de bêtises. Et donc pour le remplacer a priori que par du gaz américain. Mais sauf que le gaz américain, c'est du gaz de schiste. Donc c'est pas la solution idéale non plus en termes d'environnement. Mais bon, souvent l'environnement, c'est quand même un peu loin des yeux, loin du cœur. Voilà. Et puis après, Donald Trump, c'est notre interlocuteur. Donc aujourd'hui, alors ça les arrange aujourd'hui parce qu'on est en train de négocier des droits de douane. Donc on va leur dire, on va t'acheter le plus possible de ton gaz très polluant, ça va bien se passer. Mais est-ce que Donald Trump est beaucoup plus fiable que Vladimir Poutine ? Je sais pas. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais justement, quand on ne contrôle pas la chaîne de valeur comme ça, comment est-ce qu'on fait pour être un pays souverain énergétiquement ? Déjà, on essaie d'en consommer le moins possible. Donc consommer le moins possible, ça ne veut pas dire qu'il faut plus se chauffer. Mais typiquement, quand j'étais à France Stratégie, j'avais posé la question, est-ce qu'on est obligé de rouler tous en 4x4 ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, notamment en ville ? Est-ce que pour se déplacer, alors je comprends qu'on ait besoin d'avoir une grande voiture quand on fait des longs trajets, parce qu'on veut mettre des valises, etc. Est-ce que quand on fait les trajets du quotidien, est-ce qu'il faut absolument avoir un gros 4x4 ? Ou alors on peut faire ça dans une voiture plus petite, ou alors on peut faire ça peut-être en vélo, ou alors on peut peut-être faire ça un peu différemment. Alors, c'est une question, quand on habite Paris, c'est facile quand on est à Paris de dire ça. C'est moins facile quand on est en dehors de Paris. Et la question se pose notamment pour les gens qui n'ont pas de transport en commun. Un transport en commun, ça, c'est pas pour tous les Français, malheureusement. Et donc là, quand on n'a pas dès qu'on est en dehors des villes, dès qu'on est un peu plus loin en périurbain, voire en monde rural, on est obligé d'avoir une voiture. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Et d'ailleurs, on l'a vu, ça pose un problème. Quand le prix de l'essence augmente trop vite, comme avec les gilets jaunes, quand il n'y a plus d'essence, on a eu des grèves avec Total, et donc les gens qui sont touchés, c'est pas les gens en ville, c'est les gens, et donc c'est ces gens-là dont il faut s'occuper, parce que si on ne s'occupe pas d'eux,
c'est eux qui vont s'occuper de nous. Ça va pas. Effectivement. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour se passer de la dépendance envers des pays comme la Chine ou les États-Unis qui produisent les matériaux dont on a besoin? Est-ce que c'est possible même d'ailleurs pour un pays comme la France de... Alors, sans passer, réduire, sans passer, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais je vais vous donner un exemple. Au niveau de l'Union européenne, on a décidé qu'on allait sauver la planète. Et donc, on va faire neutralité carbone en 2050. Ambitieux. Pourquoi pas? Alors, c'est plus ou moins en ligne avec les accords de Paris. Hein, mais bon, on est les seuls à faire ça. Il faut savoir que l'Inde, la Chine, leur souci, c'est plutôt du bien-être de leur population, effectivement, augmenter la richesse par habitant, etc. Donc, nous, on veut faire ça, sachant que nos émissions, elles sont assez limitées et que ce qui se passe au niveau des émissions, c'est surtout dans les pays émergents. Mais pourquoi pas? Et donc, comment on veut faire ça? On s'est dit, si en 2050, on va être neutre en carbone, il faut que les voitures soient toutes électriques en 2035, parce que ça prend 15 ans à remplacer une voiture. D'accord? Une durée de vie, c'est 15 ans. Donc, si je veux que toutes les voitures soient électriques en 2050, il faut que je ne vende que des voitures électriques en 2035. Okay. Sauf que, si on dit que des voitures électriques en 2035, qu'est-ce qu'on va acheter? Des voitures fabriquées en Chine. Donc ça, c'est pas forcément très malin. Et vous avez même un organisme que je ne connaissais pas qui s'appelle la Cour des comptes de l'Union européenne, pas en France, qui fait des rapports aussi, intéressants comme la Cour des comptes, qui dit, en fait, on n'a pas la chaîne de valeur, on n'a pas accès aux métaux, donc on ne pourra pas les produire chez nous. Sous-entendu, il faudra les acheter aux Chinois. Donc, comment on fait? On se dit, on va essayer de faire des voitures électriques. Alors déjà, on se dit un truc intelligent, c'est plutôt que de se dire, on va essayer de vendre que des voitures électriques chinoises en 2035. Notre problème, c'est de se passer du pétrole, parce qu'on n'en a pas. Essayons, par exemple, en 2030, de se déplacer sans pétrole pour les trajets du quotidien. Pourquoi je fais la différence? Parce qu'en fait, les trajets du quotidien, c'est 80% des trajets qu'on fait, des kilomètres qu'on fait, mais c'est des petits trajets. C'est des trajets de 20, 30, 40 km, et donc quand c'est des petits trajets, c'est que c'est plus facile pour avoir une alternative à la voiture. Donc déjà, on peut le faire avec une petite voiture, mais on peut aussi le faire avec un vélo, voire un vélo électrique. Okay. Alors, pourvu d'avoir une piste cyclable, un équipement aménagé, ce qui, une fois de plus, existe souvent en ville, mais dès qu'on sort des villes, c'est plus compliqué. Mais donc une petite voiture, ça pourrait faire... D'ailleurs, quand vous allez, par exemple, dans les régions comme en Champagne, près de Reims, il y a beaucoup de voitures sans permis là-bas. Ils y arrivent. Alors, ils ne roulent pas avec ça pour le plaisir, c'est parce qu'ils n'ont plus le permis, mais ça marche aussi. Donc une petite voiture. À partir du moment où on a une petite voiture, on a besoin d'avoir pas une très grosse batterie, on peut avoir une petite batterie. Alors, elle n'est pas obligée d'être électrique, elle peut être aussi à essence, mais déjà, comme elle est petite, elle ne va pas beaucoup consommer. Et puis après, si on veut l'électrifier, dans ce cas-là, il faut essayer de mettre une batterie où on n'a pas des métaux, où on va être dépendant des Chinois. Par exemple, aujourd'hui, les principales batteries, c'est du nickel, manganèse, cobalt. Le cobalt, les Chinois contrôlent la chaîne de valeur du cobalt, donc on serait pieds et poings liés avec eux. Mais il y a une entreprise qui s'appelle Tiamat, par exemple, en France, qui a développé une batterie au sodium-ion. Et dans ce cas-là, on n'a plus tous ces métaux, on n'a pas de lithium, on n'a pas de manganèse, on n'a pas de cobalt. Et donc là, on a une solution qui nous permet de nous affranchir des dépendances. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut essayer de réfléchir, mais il faut partir du besoin. Il ne faut pas se dire, je vais prendre le 4x4 actuel et je vais essayer de faire autre chose, parce que ça va être très compliqué. Oui. Il vaut mieux essayer de savoir quel est ton besoin, quel est le bon véhicule en fonction de ta typologie qui est adapté à ton besoin, et qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce véhicule pour pas être trop dépendant des Chinois. D'ailleurs, justement, je vais rebondir sur la dépense énergétique. C'est quoi les secteurs qui consomment le plus en France aujourd'hui? Qui consomment le plus d'énergie? C'est une bonne question. Vous avez différents types d'énergie. Une fois de plus, le pétrole, il va être principalement utilisé dans le transport, plus de la moitié. Et après, un petit peu dans le secteur de la chimie, qui peut être à base de pétrole. Mais non, parce que par secteur, c'est pas facile. Je peux vous dire par énergie, l'industrie, moi je vais regarder par rapport aux émissions de CO2, ça va être un peu plus simple. L'industrie a beaucoup réduit sa consommation d'énergie, ça c'est un peu le problème, parce que c'est à la fois des bonnes nouvelles, elle fait des choses de manière plus efficacement,
Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a moins d'usines, donc ça consomme moins d'énergie. Il me semble que le transport, c'est à peu près 30%. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ça se trouve très facilement. Je suis sûr que le chat GPT doit savoir. Par secteur, mais je dirais le transport, peut-être 30%. Après, vous avez l'industrie, j'imagine quelque chose autour de 20%. Vous allez avoir ce qu'on appelle le bâtiment et le tertiaire. Donc ça, c'est nos habitations, c'est les bureaux, c'est les centres commerciaux, etc. Et puis après, peut-être un petit peu d'agriculture. Je voulais revenir sur la question de la sobriété énergétique. Vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure. Et on dépense vraiment une énergie assez folle quand même aujourd'hui. Sur quoi, à part la mobilité, est-ce qu'on peut rationner au niveau des besoins, par exemple? Alors ça a été beaucoup fait pendant le Covid. Hein. Donc quand vous êtes chez vous, ce qui consomme de l'énergie, c'est quand vous vous chauffez, souvent. Ouais. Donc là, ça peut être se chauffer un peu moins. Donc au lieu, je crois qu'à l'époque, au lieu de 22 ou 21, vous êtes à 20 ou 19. C'est une façon, je crois que c'est 19 dans les bureaux. Voilà, 19, une façon de moins consommer de l'énergie. Après, pour ceux quand vous prenez une douche, quand vous prenez une douche de 5 minutes, vous consommez moins d'énergie qu'une douche d'une demi-heure. Ça forcément. On avait les lumières qui consommaient pas mal d'énergie, mais maintenant c'est vrai qu'on a pas mal changé et passé au LED. Donc c'était toujours important d'éteindre ces lumières. Donc ça c'est un peu ce qui nous touche dans la vie du quotidien. Les voyages, ça consomme de l'énergie. Quand vous prenez l'avion, là, ça consomme un peu d'énergie, par exemple. On a sans doute, on s'en rend pas compte quand les gens qui font les calculs dans l'aviation, ils vous disent toujours oui, quand vous êtes en avion, ça consomme, vous consommez 3-4 litres au 100 par personne. Mais sauf que vous faites 6000 km, quoi. Donc ça fait pas mal de carburant. Non, consommation d'énergie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pensais au commerce, par exemple. Le commerce, oui, mais... la publicité, les panneaux, la publicité. Je pourrais pas vous donner d'ordre de grandeur. Hein. Les commerces, oui, généralement, quand il y a la clim, on leur recommande de fermer la porte, quoi. Mais je pourrais pas vous dire poste par poste. Je sais qu'on a fait pas mal d'efforts, mais que maintenant, on a un autre problème, c'est qu'on n'en consomme pas assez. Notamment en Europe, si vous voulez, comme on a développé depuis 15-20 ans des énergies renouvelables, qu'on est venu mettre en plus de ce qu'on avait déjà, mais que la demande d'électricité baisse, on a un problème, notamment à l'heure du déjeuner, quand il y a beaucoup de soleil, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de l'électricité. Et on n'a pas la moyenne de le consommer, et ce qui fait qu'on a on a des prix négatifs. On vous paye pour utiliser l'électricité. Donc par exemple, hier, je crois que la Belgique payait 450 € du mégawattheure pour qu'on la débarrasse de son électricité qu'elle avait en trop. Donc ça, c'est un petit problème qui est d'ailleurs lié à l'électricité. Comme elle ne se stocke pas, en fait, il faut en permanence la consommer ou l'évacuer. Et donc, ce qui fait qu'on a cette petite anomalie qui, d'ailleurs, probablement, mais on parle bien sûr avec des hypothèses, probablement à l'origine du blackout en Espagne qu'on a eu récemment le 28 avril. Et donc là, on passe d'un monde où on n'avait pas assez d'énergie, parce qu'on a eu des problèmes sur nos réacteurs nucléaires, à un monde où on en a trop. Ce qui est étrange. Et contre-intuitif, parce que quand je vous parle de moins 450 € du mégawattheure, les Français, ils ne savent pas ce qu'ils voient sur leur facture. Justement, c'est quoi le mécanisme qui fait qu'on a trop d'énergie, donc on est censé limite, comme vous avez dit, être payé pour en consommer, et le fait que l'augmentation... la facture... Les prix de l'électricité sont fixés, ont des mécanismes de fixation des prix qui sont assez décorrélés des prix de marché. Donc vous pouvez avoir... Il y a un lien, bien évidemment, mais aujourd'hui, si vous voulez... Auparavant, notre électricité, combien on l'a payée? Vous savez, on a beaucoup de réacteurs nucléaires. EDF, regardez combien coûtaient leurs réacteurs, combien leur coûtait de faire fonctionner leur entreprise, il y avait une petite marge, et puis ça faisait un coût de l'électricité. Maintenant, le prix de l'électricité sur votre facture n'a aucun rapport avec le coût
la production en France. Mais moi, je voulais vous parler de l'AREN, je ne sais pas comment ça se prononce, ou c'est L'AREN. l'AREN, c'est ça, oui. Ce décret européen, du coup, qui a... Alors, c'est pas un décret européen, c'est une exception française. Ah, c'est une exception française, ok. Je pensais que c'était un décret européen. Est-ce que vous expliquez un petit peu ce que c'est et les conséquences que ça a eu, du coup, sur l'électricité? Alors, l'AREN, donc on va reprendre l'histoire, parce qu'on est obligé de donner un peu de contexte. Donc au début, après, les Français, avec 50,52 ou un peu plus, disent oui à Maastricht, en 91, c'est ça. Et donc Maastricht, c'est quoi? C'est libre circulation des biens, des services, de l'argent, etc. Et donc il faut que tout devienne un marché, y compris l'énergie. Et donc il y a des initiatives dans les années 90, je crois que c'est 96, la première directive pour faire un marché européen d'électricité. Et donc qu'on ait une ouverture à la concurrence, puisqu'en France on avait un monopole d'EDF qui faisait et la production et la transmission de l'électricité et sa distribution. Et donc l'Europe a demandé premièrement de découper EDF en morceaux, mais elle a découpé y compris ses petits amis dans les autres pays européens, hein, donc en séparant la production EDF, la transmission, les réseaux de transport, les grandes autoroutes, ça c'est RTE. Et après, la distribution, c'est ERDF qui est devenu Enedis maintenant. Et donc, on a voulu faire de la concurrence sur l'électricité, mais il n'y avait qu'un seul producteur. Donc, par exemple, les nouveaux acteurs, au début des années 2000, ils se plaignaient de ne pas pouvoir faire la concurrence à EDF parce que EDF avait un quasi-monopole. Donc, ils nous ont attaqués à la Commission européenne. Ils nous ont attaqués au niveau européen. Et donc ça, la France a eu deux attaques. Un, parce que le marché n'était pas ouvert à la concurrence. Et deux, parce qu'elle avait mis en place des mécanismes qui étaient des tarifs réglementés pour les entreprises notamment, les tarifs verts et les tarifs jaunes, et que ça permettait de les protéger contre les envolées de prix de marché. Et ça, l'Allemagne n'a pas aimé parce qu'elle dit que c'est de la concurrence déloyale. Et elle nous a attaqué aussi parce que, en gros, notre électricité était trop bon marché. Et donc, par rapport à ça, il y a eu une commission qui s'appelle la commission Chamsor qui s'est réunie en 2009 et qui a imaginé un mécanisme pour traiter ces contentieux au niveau de la Commission européenne. Et donc, c'est là où le mécanisme de l'AREN a été imaginé, où EDF allait mettre à disposition de ses concurrents un quart de sa production nucléaire, donc 100 TWh, au prix de 42 € du mégawattheure. Et donc ça, c'est une dérogation, si vous voulez, au prix de marché, parce que vous avez beaucoup de pays européens où le prix de l'électricité pour le consommateur, c'est 100% le marché. Nous, ça permettait d'avoir le marché égal que à 30% et le nucléaire à 70%. Donc, quelque part, c'était une protection. On se protège, on a 70% qui est du nucléaire à 42% et 30% qui est du marché. Et avec cette AREN, ce qu'a demandé la Commission européenne, c'est de mettre fin aussi aux tarifs jaunes et aux tarifs verts. Donc, c'est des tarifs réglementés pour les TPE, les PME et les grandes entreprises. Sachant que les plus grandes entreprises, les industriels, eux, ont un accès direct à l'AREN. Donc, dans l'affaire, qui s'est fait avoir? Les entreprises. Les petites entreprises, les TPE, les PME, qui de toute façon sont un peu dans le collimateur de la Commission européenne, parce qu'elle aimerait un monde qu'avec des grandes entreprises que des licornes. Et donc, c'est eux qui ont le plus souffert, si vous voulez, pendant la crise, parce que c'est eux qui ont vu leur prix multiplié par 10, et eux, ils n'avaient pas de bouclier tarifaire. Donc, l'AREN, c'était donc plutôt une bonne chose, c'était une réponse, c'était la réponse française, mais elle avait quelques défauts qui n'ont pas été corrigés. Le principe, un des défauts, c'était par exemple que les producteurs alternatifs n'avaient aucune obligation de produire. Ok. Les producteurs alternatifs, là, c'est des fournisseurs alternatifs. Ils n'avaient pas d'obligation de produire, et donc, en fait, beaucoup d'entre eux ne produisaient que des factures. Donc, en fait, ils rachetaient l'électricité à EDF pour la revendre. Okay, valeur ajoutée, bien sûr, avec une marge en plus, donc valeur ajoutée, zéro. Et donc, ce qui fait qu'on est passé quand même du pays où il y avait un fournisseur monopole à plus d'une centaine. Ah oui, okay. Donc, on se dit peut-être que de la concurrence, c'est bien, je ne sais pas, quelques concurrents, mais 100, on a peut-être un petit problème. Et on a notamment un problème parce que ces 100 fournisseurs, ils avaient le droit au départ à 100 TWh, mais ils en ont demandé de plus en plus. Et notamment, ils en ont demandé, comme ils étaient très nombreux et qu'ils avaient pris beaucoup de clients EDF,
et ils ont demandé plus de 100 TWh d'électricité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça a un impact directement sur notre facture. Parce qu'en fait, vous vous rappelez, je vous ai dit, le nucléaire, c'est 70% et le marché, 30% sur la facture. Mais sauf que quand ils demandaient plus que 100 TWh, je prends l'exemple, s'ils demandent 150 sur 100, en fait, ils vont avoir accès il n'y a que 100. Donc, ils vont avoir accès qu'aux 2 tiers de ce qu'ils ont demandé. Et ces 2 tiers-là, 100 divisé par 150, ces 2 tiers-là, ils vont s'appliquer sur votre facture. Donc, au lieu d'avoir 70% de nucléaire, vous allez avoir 2 tiers de 70%. Et ça fait que la part du nucléaire, elle est passée de 70 à 45, et que la part du marché, elle a explosé, elle est passée donc de 30 à 55. Et comme en même temps, les prix du marché avaient été multipliés par 4, ça vous fait quelque chose qui explose. Donc ça, c'était le premier défaut. Et donc, une manière de corriger, ça s'appelle l'écrêtement. Une manière, c'est de dire, chaque producteur alternatif ne peut pas vendre plus de 4 fois sa production. Donc ça les oblige à produire quelque chose. Et donc comme ça va en enlever 80%. Et on n'aura plus ce phénomène où ils demandent plus de 100 TWh, sans terminer. Donc comme ça, on est sûr que le nucléaire, c'est au moins 70%. Et pour que ce soit encore plus protecteur, on va intégrer aussi de l'hydraulique dedans. C'est-à-dire que là, l'AREN, c'est l'accès réglementé peut-être, à l'électricité nucléaire historique. On pourrait faire l'accès réglementé à l'électricité décarbonée historique. Donc on rajoute en plus l'hydraulique. Et donc comme ça, la part de la facture qui est du décarboné, c'est pas 70 avec nucléaire, c'est 80 nucléaire plus hydraulique. Okay. Et on sait que ces 80, ils sont à 50 €. Donc quoi qu'il arrive, on aura sur notre facture 80% qui sera à 50 € du mégawattheure. Donc si jamais les 20% restants qui correspondent à la part physique du marché, parce que le marché, en fait, on l'utilise notamment aux pointes pour passer les pointes. Donc si ces 20%-là, ils font x2, x3, x4, comme c'est que 20%, l'impact sera limité. Mais donc, moi, c'est l'idée que je défends depuis longtemps. On avait une dérogation qu'on avait obtenue auprès de la Commission européenne qui avait validé. Elle avait des défauts, personne n'a jamais voulu les corriger, soit. Mais maintenant, on aurait plutôt intérêt à prolonger ce mécanisme et à gommer ces défauts. Comme je vous ai parlé, l'écrêtement, les fournisseurs alternatifs doivent produire au moins un quart de ce qu'ils vendent et intégrer l'hydraulique. Et là, on garantira aux Français un accès à l'électricité abondante et bon marché. Il reste le problème des entreprises. Et donc pour moi, les entreprises, je considère que la France c'est la plaque tournante de l'électricité en Europe. Elle est en position de force. C'est elle qui stabilise le réseau avec toutes ces machines tournantes. C'est elle qui fournit en grande quantité d'électricité décarbonée. Donc on est en position de force. Donc nos entreprises, elles doivent pouvoir bénéficier de cet avantage compétitif et donc de tarifs jaunes et tarifs verts qu'elles doivent pouvoir remettre. C'est vraiment fondamental, si vous voulez, parce que la neutralité carbone en 2050, c'est bien. La manière la plus facile d'y arriver, c'est le suicide collectif. C'est a priori la stratégie de la Commission européenne. Bon, c'est bien, mais c'est pas un projet d'avenir, c'est pas un projet pour les enfants et pour les jeunes. Un vrai projet d'avenir, c'est ce qu'ont fait nos grands-parents, c'est de dire on veut accès à une électricité bon marché, abondante et décarbonée. Donc, et on fait tout pour y arriver. Et la première pierre, c'est ce que je viens de vous dire. Justement, je vais rebondir sur la question du nucléaire, parce que il y a des pour et des contre, même notamment à gauche, par exemple. Et est-ce que c'est une solution de long terme, le nucléaire? Parce que certes, c'est décarboné, mais la production d'énergie nucléaire nécessite des matériaux rares, dont on n'a pas l'accès, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est une solution là plutôt de court-termiste, ou pour vous, ou c'est sur le long terme, c'est envisageable, notamment avec les conséquences que ça peut avoir au niveau stratégique par rapport à une frappe sur une centrale? Effectivement, sur les réacteurs qu'on utilise actuellement, ils utilisent comme carburant de l'uranium 235. L'uranium 235, c'est une toute petite part de l'uranium qui est dans la nature. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tous les pays au monde, en dehors d'Europe, développent le nucléaire, on pourrait avoir une contrainte sur cet uranium à horizon deuxième moitié du XXIe siècle. Et donc, il faut faire un peu attention, effectivement. Et donc, l'uranium, le nucléaire actuel peut nous permettre, on va dire, de viser la fin du XXIe siècle, mais
il faut penser à la suite. Alors la suite, il se trouve qu'on y pense déjà depuis longtemps. On y pense depuis les années 70 avec un réacteur qui s'appelait Phénix et Super Phénix, c'est la génération d'après. Et malheureusement, ces réacteurs-là, on avait 20 ans d'avance. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants ces réacteurs? Je vais juste vous expliquer assez rapidement. Parce que ce qu'on met dedans pour le consommer, il peut consommer tous les déchets. Donc tous les déchets qu'on a accumulés à date, ils peuvent servir comme carburant dans ce réacteur, première chose. Deuxième chose, il ne fonctionne plus à l'uranium-235, mais à l'uranium-238, et lui, il y en a beaucoup plus dans la nature. Donc on enlève cette contrainte de l'uranium, et on dit qu'on ferme le cycle, parce qu'en fait, comme on va utiliser les carburants, ce serait pratique. Et puis après, vous avez une sécurité qui est passive, c'est-à-dire que s'il y a un problème, il s'arrête tout seul, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc il y a quand même un certain nombre d'avantages. Et ça, malheureusement, c'est un projet... Si je poussais un peu, je pourrais vous dire que c'est un réacteur nucléaire écologique, si vous voulez. Parce qu'en fait, toutes les problématiques des écologistes sont adressées par ce réacteur. Les déchets qui sont produits... Il n'y a plus de déchets, c'est terminé. Les déchets qu'on avait, eux, entre guillemets, on les brûle tous, donc on s'en débarrasse. Et ça, c'est décarboné aussi Ah, bien sûr, bien sûr. Et il n'y a plus de déchets. Et donc, le comble, c'est que ce sont les écologistes qui ont tué le projet. Alors que c'était vraiment le réacteur... réacteur nucléaire écologiste, quoi. Et ils ont tué ça avec Corinne Lepage dans les années 90, suivi de Dominique Voynet. Ok, donc vous proposez en fait de réhabiliter ce... Oui, je pense que je suis pas le seul. Mais alors ça avait été réhabilité au départ, puisque comme c'était quand même un grand gâchis technologique, Jacques Chirac, au début des années 2000, avait lancé un projet qui s'appelait Astrid, qui reprenait un peu la suite, tout ce qu'on avait appris, etc. Et puis ça, Emmanuel Macron y a mis fin en 2019, parce que comme il est très important pour lui d'atteindre les 3% de déficit de Bruxelles, eh bien, il faisait des petites économies. Mais donc là, il faudra relancer. Bon, la vérité, c'est que en fait, nous, pendant qu'on discute, qu'on papote, il y a des gens qui travaillent aux États-Unis, en Chine, en Russie, et que, vous le savez peut-être, mais nos réacteurs nucléaires aujourd'hui, c'est des réacteurs américains au départ. Donc c'est de la licence Westinghouse, qu'on a francisé sur les derniers réacteurs, mais c'est des réacteurs américains. Sur cette génération-là, mais la prochaine génération, ce sera sans doute des réacteurs chinois ou russes. Ok. Donc en fait, on restera quand même de toute façon un peu dépendant de ces grosses puissances. On avait la possibilité de ne pas en dépendre, mais on s'est tiré une balle dans le pied et on s'est sacrifié tout seul. Donc après, ça devient compliqué. C'est sûr que quand vous avez... Et c'est un peu un syndrome français. On est assez bon, on développe pas mal de technologies, mais parfois, on a un petit peu du mal à les industrialiser, ou on aime bien se tirer des balles dans le pied. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Là, on pourrait se relancer, mais il faudrait qu'il y ait des... Donc là, comme on a un start-upper à l'Élysée, il aime bien faire des start-up du nucléaire. Bon, c'est compliqué, une start-up dans quelque chose où il y a des investissements qui sont très importants. Il vaudrait mieux avoir une entreprise et tout miser dessus. À mon avis, ce serait plus efficace. Mais donc non, de toute façon, il n'y a pas de... La souveraineté, c'est un peu c'est la gestion de ses dépendances. Choisir sur quoi et de qui on est dépendant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé d'énergie, mais on pourrait parler un peu d'industrie, si vous voulez. On a découvert pendant le Covid qu'on s'était désindustrialisé, qu'on était un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Les masques, par exemple, qu'on ne peut plus produire. Voilà, donc les masques, alors ça nous a fait des très belles histoires, des usines qui sont mises à faire des masques, etc. C'était incroyable. Puis dès qu'on a pu réimporter des masques depuis la Chine, des fois moins chers, on ne s'est pas privé de le faire. Notamment, moi j'avais regardé un appel d'offres public du Sénat qui mentionnait spécifiquement des masques fabriqués en Chine. Donc on est très très dépendant des Chinois aujourd'hui. On le voit, on l'était quasiment sur tout sauf les voitures. Et on est en train de le devenir fortement sur les voitures. Donc ça, c'est... Dans un monde où tout le monde est copain, ça va. Alors ça va, mais ça pose des problèmes parce qu'en fait, tous les salaires d'ouvriers qu'on n'a pas en France, etc., on les paye dans nos importations. C'est quand même moins de boulot. Il faut quand même utiliser les gens ailleurs. C'est un véritable problème. L'industrie, c'est quand même... Ça permet de créer beaucoup d'emplois, en fait. Des emplois directs dans l'usine, indirects à côté de l'usine. Et
Et ça, malheureusement, on n'en a plus. On a pris beaucoup de retard, enfin, j'imagine, pour réindustrialiser la France, mais est-ce que c'est encore possible, notamment sur les matériaux? On a arrêté de se désindustrialiser. Donc ça veut dire que on a détruit de l'emploi industriel jusqu'en 2017. Depuis 2017, on n'en détruit plus. On n'en crée pas, mais on n'en détruit plus. Voir le verre à moitié plein. Et après, pour se réindustrialiser, si vous voulez, avec la doctrine de l'Union européenne qui est la doctrine du libre-échange, d'abaisser toujours au maximum les tarifs douaniers, ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'on a des pays contre qui on est concurrence, qui ne se privent pas pour subventionner leur industrie. Nous, on va être beaucoup plus cher. Déjà, on est plus cher aussi parce qu'on a des droits sociaux qui sont plus qu'en Chine, etc. Donc ça se comprend bien. Mais, et puis après, on n'a plus les échelles, si vous voulez. L'industrie, c'est une économie d'échelle. C'est-à-dire que c'est la taille de l'usine qui va faire que le prix va être bas. En gros, c'est un exemple, mais si vous multipliez la taille par 2, c'est presque 2 fois moins cher, quoi, grosso modo. Donc les Chinois, ils ont des usines très très importantes. Ils ont quelque chose qu'on n'a pas bien fait en France, et ça va nous coûter un peu cher, c'est que depuis 20 ans, en fait, on a préféré ouvrir des usines ailleurs, comme en Europe de l'Est, par exemple, dans l'automobile, plutôt que moderniser nos usines chez nous. Ce qu'a très bien fait, par exemple, l'Italie. Ils ont beaucoup de robots. Et ça, c'est un peu inquiétant, parce que quand on est un petit peu à l'heure, on entend parler un peu d'intelligence artificielle un peu partout. Bon, mais c'est sûr qu'à un moment donné, les gains de productivité, ça consiste en quoi, en fait? Ça consiste à remplacer des gens par des machines, très souvent. Nous, a priori, on n'a pas fait le... On pourrait, si vous voulez, plus facilement relocaliser. Si on coûte un peu plus cher, qu'on a un coût du travail plus élevé, si les usines sont plus automatisées, dans ce cas-là, l'écart est moins important. Et donc, on pourrait faire revenir des usines, il y aurait toujours des emplois, il n'y en aurait pas autant, bien évidemment, mais il y aurait toujours des emplois, et ces emplois, il vaut mieux qu'ils soient chez nous qu'ailleurs. Mais ça pose un problème peut-être de justice sociale. Je veux dire, si on réindustrialise, mais que ce sont des machines qui... il y aura toujours des gens pour faire marcher les machines, et pour les réparer et les entretenir. Donc, si vous avez le choix entre une usine avec des machines chez vous et une usine avec des machines ailleurs, mieux qu'elle soit chez vous. C'est toujours, d'ailleurs, sur la voiture électrique, les fabrications de batteries, c'est beaucoup de robots. C'est très robustier. Je voulais rebondir justement sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait qu'en France, ça va être compliqué de réindustrialiser parce qu'on a un retard assez conséquent. Mais au niveau de l'Union européenne, est-ce que c'est possible ou on peut s'en sortir quand même tout seul étant les politiques qui vont avec? Dans l'Union européenne, on est le pays le plus désindustrialisé. Donc on ne parle pas de l'Allemagne. Alors, mais l'Allemagne, elle avait quand même encore... Pour vous donner un ordre de grandeur, la France, c'est un peu moins de 10% de notre PIB qui est dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on est à peu près au niveau de la Grèce. L'Allemagne, c'est plutôt le double, 20%. Alors, une fois de plus, il faut toujours prendre ces chiffres avec des pincettes, parce que qu'est-ce qu'on met dans le PIB, etc. Mais bon, il faut voir que nous, ça a quand même beaucoup diminué. Et en Europe, le problème, en Europe et notamment en Allemagne, c'est qu'auparavant, on avait accès à une énergie bon marché. Nous, en France, l'électricité. Et l'Allemagne avait mis en place aussi des accès pour avoir le gaz russe pas cher. Mais ça, c'est terminé. Et donc, maintenant qu'on n'a plus accès au gaz russe pas cher, on a des coûts d'énergie qui sont 3-4 fois plus élevés qu'aux États-Unis et qu'en Chine. Donc oui, est-ce que c'est possible de réindustrialiser en Europe? Ça va être très difficile. Si on n'est pas en mesure, et donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, si on n'est pas en mesure de retrouver une énergie bon marché, il n'y aura pas de réindustrialisation, non. Ce sera impossible. En fait, il faut d'abord régler la question de l'énergie, vous voulez dire. Il faut régler la question de l'énergie, mais donc la question de l'énergie, comment on fait? Alors, l'électricité, on en a parlé. Alors, si je veux aller un petit peu plus loin sur l'électricité, moi, si j'étais président, qu'est-ce que je ferais? Aujourd'hui, le prix de l'électricité a été multiplié par 2 en 10 ans. Par 2, Ok. Fois 2. Donc, on payait 12, 13 centimes du kilowattheure sur votre facture, et aujourd'hui, c'est plutôt 25. Bon, qu'est-ce qui a changé en 15 ans? En disant, rien. À part qu'on a rajouté en plus beaucoup de panneaux solaires, beaucoup d'éoliennes, qui...
c'est pas qu'elles sont pas nécessaires, mais en fait, en France, on avait déjà une électricité décarbonée et abondante. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces moyens de production en plus? On fait baisser la part du nucléaire, pourquoi pas, mais on paye 2 fois l'électricité. Donc, quand vous payez 2 fois l'électricité, en fait, c'est pas vraiment choquant que le prix double. Non, puisqu'on la paye une fois pour le solaire et une fois pour le nucléaire, même si le nucléaire marche pas. En fait, ça a été fait de façon, cette transition vers le... Si vous voulez, dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel marché, il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. D'accord? Donc, vous avez une demande, et puis en face, vous mettez une offre. Si la demande, donc c'est ce que les gens achètent, si elle diminue, et qu'en même temps que la demande diminue, l'offre augmente, qu'est-ce qui se passe? Les prix baissent. Parce qu'il y a trop d'offres par rapport à la demande. Ça s'adapte en permanence. Si votre demande augmente et qu'il n'y a pas assez d'offres, les prix montent. Mais là, si vous voulez, on rajoute la demande d'électricité. Les gens ne le savent pas, mais elle baisse depuis 15 ans. Depuis 2009. Pour différentes raisons. Une des raisons, c'est par exemple qu'on remplace nos ampoules halogènes par des ampoules à LED. L'autre raison, c'est qu'on chauffe un peu moins, qu'on met à 19 plutôt qu'à 21. L'autre des raisons, c'est qu'on fait un peu d'efficacité énergétique dans les usines. Une autre raison, c'est qu'on a fermé des usines. Bref, un certain nombre de facteurs qui fait que ça baisse. Okay. Ça baisse. Et par rapport à ça, ça baisse, mais en face, on met beaucoup plus de moyens d'électricité. Il y a un moment donné, si vous voulez, on paye 2 fois, quoi. C'est comme si vous aviez une voiture et que au lieu d'en avoir une, vous en avez 2. Vous utilisez les 2 à 50%. C'est pas choquant. Effectivement. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin des 2 voitures. C'est ça la question. Justement, on va parler de voitures et de mobilité. Tout à l'heure, vous avez commencé un peu à expliquer qu'il faudrait alléger du coup les voitures individuelles. Est-ce que vous proposez en fait concrètement, par exemple, pour des grandes villes comme Paris, j'imagine qu'il y a plein de solutions que vous allez proposer, au niveau du vélo, peut-être, la voiture partagée. Et pour les régions plus périphériques, est-ce que juste alléger les voitures, c'est la seule solution? Il y a peut-être d'autres choses à faire, peut-être pour... Alors, alléger les voitures, c'est pas juste... ils sont obligés de réduire un peu la taille des voitures. Hein. Pour les alléger, c'est pas juste remplacer avec des matériaux plus légers. Alors, quand on n'est pas en ville, donc c'est vraiment la configuration qui touche la majorité des Français, on n'a pas de transport en commun. Et là, en fait, le moyen de transport, pas forcément évident à mettre en place, mais qui fonctionne quand c'est mis en place, c'est de se dire, en fait, le moyen de transport qui existe, c'est les voitures. Et les voitures, quand elles vont le matin au travail, elles sont avec une seule personne. Donc il y a 4 places. Donc vous avez 4 places à chaque fois qu'ils passent, et donc c'est le covoiturage. On appelait ça l'autostop avant, mais là on est vraiment sur le covoiturage, notamment domicile-travail. Juste pour un exemple, dans Paris, en région parisienne, le taux d'occupation des voitures pour aller au travail en Ile-de-France, c'est 1,06 personnes par voiture. Donc 1,06 pour 4 ou 5 places, peut-être qu'on peut faire mieux. Et si jamais on passait de 1,06 à 1,2, on augmente de 10%, c'est pas significatif, on supprime tous les bouchons d'un coup. Donc c'est très très sensible à ça. Donc il y a des entreprises qui font ça assez bien, mais pour pouvoir faire du covoiturage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous, hier, vous allez à votre travail tout seul en voiture, peinard, avec votre musique, votre radio, seul au monde, et que là, vous n'allez plus être seul au monde, vous allez prendre un collègue avec vous. Ce qui peut être sympa de prendre un collègue, mais c'est une contrainte. Et donc, comme le transport en commun, vous le savez, est subventionné par la collectivité, il faut que pour que ça fonctionne, il faut aussi que ce soit subventionné. En fait, le transport en commun de demain, c'est vraiment le covoiturage, ou c'est le transport en commun de ceux qui n'en ont pas. Donc, après, si vous covoiturez dans une petite voiture, tant mieux ou encore mieux, mais c'est vraiment ça. C'est ce qui se fait concrètement, de toute façon déjà. Hein. Moi, personnellement, quand j'étais petit, ça s'appelait des conduites pour aller revenir au lycée. C'est ce que vous faites pour aider parfois, notamment les personnes âgées. C'est ces gens-là qui peuvent plus se déplacer. Comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir se déplacer? Donc ça, c'est vraiment le principal levier. Et puis c'est le levier, entre guillemets, pour voir les solutions qui marchent, il faut aller dans les pays pauvres. Dans les pays pauvres, vous allez au Mexique, qui n'est pas complètement un pays pauvre non plus, hein, mais vous avez ce genre de... Alors, je ne sais plus comment dire, les collectivos, je crois, ou collectivos. Ouais. Et donc ça s'arrête, les gens sont au bord de la route, et puis ça s'arrête, ça prend des gens, ça les fait descendre quand ils veulent. Et voilà, ça c'est efficace. Après en ville,
De toute façon, quand vous avez moyen et que c'est possible de le faire en vélo, déjà c'est sympa. Et puis beaucoup de gens le font et c'est plus pratique que d'être en voiture. Mais souvent on prend la voiture parce qu'on n'a pas forcément le choix. On doit emmener ses enfants à l'école, on doit faire un trajet particulier. Voilà. Alors les enfants, oui, bien sûr, il y a le vélo cargo, bien évidemment. Mais tout le monde n'a pas forcément... ça peut être aussi un petit peu dangereux, le vélo cargo. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc il n'y a pas que les voitures plus légères. Moi, ce que je dis pour arriver... et ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc je reprends le fil de ce que je disais. C'est qu'au lieu de viser 100% électrique en 2035... il faut viser 80% de la mobilité du quotidien sans pétrole en 2030. Donc 80% de la mobilité, c'est la mobilité du quotidien, c'est ce que je disais, 80%. Ouais. Et donc là, en ville, se passer de voiture, là, je n'ai pas besoin de faire des dessins. Les transports en commun. Voilà, les transports en commun, le vélo, les pieds, ça marche aussi de temps en temps. Donc là, on est capable d'y arriver. Là où c'est compliqué, c'est quand on n'est plus en ville. Et donc c'est là où on peut effectivement avoir ces petites voitures électriques. Moi, j'étais prêt, quand j'étais à France Stratégie, de donner un bonus de 4 000 € pour une voiture de 800 kg électrique. Donc ça, pour aider les gens et les inciter à avoir des voitures légères. Et puis après, dans ces voitures légères, on peut monter à 2 dedans, voire à 3 dedans. Donc là, on se passe au maximum de ces voitures et de ce pétrole que l'on n'a pas. Et qui, même si pour l'instant... Alors, on est sur des prix qui sont limités, mais on est quand même à la merci d'une augmentation du prix, d'une réduction de la production, et une semaine sans pétrole, une semaine sans carburant, le pays s'arrête. Hein. C'est comme un blackout. Les gens ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent plus aller travailler. Alors même si aujourd'hui il y a un peu de télétravail, c'est très, très compliqué, notamment parce qu'il y a beaucoup de métiers qui ne se télétravaillent pas. Oui. Effectivement. Mais du coup, ça pose quand même la question aussi des matériaux qui sont utilisés sur ces véhicules. Parce que c'est des matériaux rares qui ne sont pas forcément réutilisables. Non, pas forcément. Non, vous savez, il y a pas mal de recyclage dans une voiture. Hein. Le principal matériau d'une voiture, c'est l'acier. Ça, c'est plutôt, il me semble, assez bien recyclé. Les batteries, aujourd'hui, par exemple, les batteries au plomb, c'est ce qui est le mieux recyclé dans une voiture. Je trouve que c'est 90 voire 95% de recyclage. Sur les batteries des voitures électriques, il y a des normes. C'est une des bonnes choses que fait l'Union européenne. Donc il y a des normes qui obligent à effectivement recycler ça, parce que ces matériaux-là, effectivement, que ce soit le cobalt, le lithium, on les a pas chez nous. Si une fois que la batterie est terminée, on les récupère pas, on est un peu stupide. On a intérêt à les garder. Donc ça, il y a une filière qui se mettra en place. Mais on est un petit peu au début de la voiture électrique, si vous voulez, parce que ça a commencé vers 2010. Si la voiture dure 15 ans, on est en 2025, entre guillemets, là, on va commencer à avoir des premières batteries, etc. Donc, il faut mettre en place cette filière de recyclage. Elle peut avoir d'autres usages. Peut-être qu'elles ne finiront pas à nouveau dans une voiture. Peut-être qu'elles serviront, par exemple, pour nous aider à éviter les blackouts, comme on en a eu en Espagne récemment. Donc, il y a des deuxièmes vies. Non, mais dès qu'on est sur les métaux, a priori, les filières de recyclage se mettront en place. Le problème, souvent, c'est que le recyclage, comme ça nécessite de la main-d'œuvre, parce qu'il faut défaire les éléments avec des tournevis un peu à la main, souvent une batterie recyclée, elle va coûter plus cher qu'une batterie neuve qui est faite par des robots, grosso modo. Okay. Donc c'est un petit peu la complexité de l'affaire. Et techniquement, vous avez parlé de la main-d'œuvre, mais techniquement, c'est simple à faire ce recyclage ? Je pense qu'il n'y a pas de contraintes technologiques particulières sur le recyclage. Donc, c'est toujours un peu compliqué de séparer les éléments. Hein. Quand vous faites votre bouillie de métaux un peu différents, les séparer, c'est un peu de la cuisine. Hein. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est faisable et c'est ce qui est prévu. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous avez un dernier mot pour la fin, qu'est-ce que vous nous direz ? Moi, je pense que je vais réinsister sur ce que j'ai dit. Je pense que aujourd'hui, le projet de l'Union européenne, c'est le suicide. Moi, je trouve que c'est pas très porteur comme projet. Et puis surtout, c'est un suicide qui aura qu'un impact sur le reste du monde, puisque avec ce net zéro 2050, donc je pense qu'il faut qu'on change un peu le logiciel. Le vrai projet, pour que les gens
Et un avenir, un futur, on va devoir se réindustrialiser d'une manière ou d'une autre, comme le font les Chinois, comme le font les Américains. Si on veut se réindustrialiser, il faut une énergie bon marché, abondante, pour les Français, et surtout aussi pour leurs entreprises. Et donc il faut qu'on fasse le nécessaire pour aller chercher et retrouver cet atout compétitif que nous ont laissé nos grands-parents et qu'on est en train, en une génération, de gâcher à une vitesse grand V. Très bien. Merci beaucoup. Merci.